à partir de 1941, les convois venaient non seulement des autres régions de la Pologne, mais de 24 pays de l'Europe, de 28 nationalités. Le camp d'Auschwitz, on peut dire, c'est un camp international. Après la Deuxième Guerre mondiale, le tribunal international militaire de Nuremberg, national suprême de Pologne, la commission extraordinaire russe, ont fait ici l'inspection du terrain d'Auschwitz. L'étude des documents, consultation des experts, elles ont installé qu'à Auschwitz-Birkenau étaient liquidés combien? 4 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Et par bien d'années, on répétait 4 millions, 4 millions. De ce temps, les historiens faisaient des recherches, des remarques, que ce nombre est difficile à prouver. Par exemple, Wellers, mon juif de France, disait on peut prouver qu'à Auschwitz-Birkenau, il y avait 1 614 000 juifs qui sont morts. Il y en avait, dit-il, beaucoup plus. Mais comment prouver par manque de documents? Il a raison à ce point qu'à partir de moitié 1944, quand les Russes libéraient les terrains de l'Est, Majdanek, Lublin, là-bas ils ont découvert beaucoup de documents qui accusaient les nazis. Donc Himmler a donné l'ordre d'effacer les traces de leurs crimes. Sur la route qu'on a marché, là-bas on était debout près de la photo de l'orchestre du camp, ils brûlaient les documents du camp. Quand ils ont quitté Auschwitz, ils ont pris des documents en Germanie. Et les Russes ont fait la même chose. Les Russes ont pris des documents en Russie. Il y a seulement 3 ans, les Russes nous ont rendu aux Polonais 40 livres d'écrous d'actes de décès du camp d'Auschwitz. Donc si au sujet du nombre de victimes, vous entendez des chiffres bizarres, je vous le dis pour quelle raison. Nous les Polonais, par documents qu'on possède, on peut prouver qu'à Auschwitz, il y avait 1 300 000, c'est sûr, desquels 900 000 sont morts. Et des détenus, on peut dire que 85% après les années 42 étaient les Juifs. Et des morts, c'était 90% les Juifs. Donc tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va voir, c'est très important. Mais à mon avis, l'essentiel, c'est non seulement le nombre de victimes, non seulement ce qui se passait, etc. L'essentiel, c'est que des choses semblables ne renaissent plus. Ça, c'est l'essentiel. Car vous savez, un être humain tué, c'est un meurtre. Et là, tout le monde approuve que c'était des centaines de mille êtres humains. Regardez, Bertolt Brecht, l'écrivain allemand, avait dit « Le ventre est encore fécond, d'où vient la bête immonde. » C'est d'accord? Regardons ce qui se passe. Vous êtes de tout le monde ici, de bien de régions du monde. Vous savez ce qui se passe en Rwanda, Tchétchénie, Yougoslavie, etc. Le monde n'est pas tranquille, d'accord? Donc c'est l'essentiel qu'on fait tout le possible d'apprendre l'histoire d'Auschwitz, de savoir ce qui c'est là, de souffler au gouvernement et d'empêcher que des choses semblables ne renaissent plus. Si mon voix est compris, on va continuer la visite du bâtiment. Les détenus qui arrivaient à Auschwitz, en descendant après la sélection, ceux qui étaient dirigés au gaz, étaient dirigés dans un sous-sol. Ça, c'est la maquette du four crématoire numéro 2 de Birkenau. Ils descendaient dans le sous-sol. Ça, c'était une salle de déshabillage. Ils se déshabillaient seulement dans cette partie. Et après, tout nus, ils passaient, vous voyez à droite, de la maison à la vitre. Cette partie qui est ici devant nous. Ça, c'est la chambre à gaz. Là, dans une surface de 210 mètres carrés, ils fermaient quelques centaines de personnes. Après avoir fermé, verrouillé les portes, par les lucarnes des cheminées, ils jetaient le gaz Zyklon B. Qu'est-ce que c'était le gaz Zyklon B? Le gaz Zyklon B, c'était de l'acide cyanhydrique, la cyanure. Nous savons par document qu'ici à Auschwitz, il y avait au moins 20 000 kg de ce gaz, 20 tonnes de gaz à Auschwitz.
On peut le prouver par document. La maison de Guège a reçu 300 000 marques de la commandature pour avoir vendu ce gaz. Et pour liquider, comme sur cette maquette, 1300, 500 personnes, il suffisait combien? 5, 8 kg de ce gaz. Et une boîte contenait environ 500 grammes. Donc les SS arrivaient, mettaient les masques à gaz, ouvraient les cheminées, ouvraient les boîtes et jetaient les granules. Quand les granules tombaient, le gaz s'échappait. Après 20 minutes, ils ouvraient le sous-sol, faisaient l'aération. C'étaient les membres du Sonderkommando qui entraient en action. C'étaient les Juifs des transports fraîchement venus, qui au cadavre devaient couper les cheveux, tirer les dentiers en or, les boucles d'oreilles, les bagues. Et d'ici, les cadavres étaient tirés au premier étage. Vous voyez dans la maisonnette, là-bas, on voit 5 cubes blancs. Vous voyez ces cubes blancs là-bas? Ce sont 5 fours crématoires. Et chaque four avait combien de foyers de porte? 3. 5 fois 3, ça fait combien? 15. Maintenant, dans chaque foyer, 4 cadavres. 15 fois 4, 60. Facile. Donc 60 cadavres à la fois, pendant une demi-heure, pouvaient être ici incinérés. Et vous avez vu, ça c'est la maquette du four 2. Et à Birkenau, il y avait le four 2, 3, 4 et 5. À ma droite, là-bas, vous allez voir là-bas au fond une photo. Vous allez voir des cadavres qui sont tirés par les membres du Sonderkommando et brûlés sur les bûchers. Derrière vous, là-bas à gauche, il y a une deuxième photo. On voit là-bas des femmes nues qui sont conduites aux chambres à gaz. Et de l'autre côté, là-bas, une troisième photo. Ce sont 3 photos qui n'ont pas été prises par les SS, comme les autres, je vais vous montrer plus tard. Kaman, Hoffmann, Walter. Ces 3 photos étaient prises par la résistance du camp. Comment la résistance? Dans un récipient à double fond, un appareil photographique a été transféré du dépôt du pillage à un couvreur qui mettait les tuiles sur les fours crématoires à Birkenau. Et quand il a pris ces 3 photos, la pellicule, film, dans un tube de pâte dentifrice vide, a été transférée à l'extérieur du camp par un employé de la cantine. C'est pour ça que vous voyez, on possède ces 3 photos et qu'on peut prouver qu'à l'époque aussi on savait ce qui se passe à Auschwitz, qu'on ne peut pas le nier, que des fois on disait on ne savait rien. Comprenez? Je vois que tout le monde a compris. Donc s'il vous plaît maintenant, petit à petit, jetez un coup d'œil ici, à droite, à gauche, là-bas sur cette photo, et vous me suivez. Vous avez vu les photos qui étaient prises par la résistance, des photos qui étaient prises par les Polonais. Mais ici, vous voyez une photo qui était prise par les Américains. Elle était prise en 1944, ils sont venus à vol d'oiseau de la Grèce. Puis cette photo, on voit très bien le camp qu'on visite maintenant, Auschwitz I, Birkenau, Auschwitz II. Chaque bâtiment est indiqué sur cette photo. On savait bien où était Auschwitz. On voit même le dépôt du pillage dans Auschwitz I. Le rectangle jaune, le dépôt du pillage de Birkenau à Auschwitz II. Qu'est-ce que c'était le dépôt du pillage? Regardez derrière vous. Vous voyez sur cette photo, on voit un groupe de détenus qui déchargeait les wagons des nouveaux venus. Ce bien était chargé sur des camionnettes et dirigé à 30 baraques. Regardez ici, en haut, vous voyez, 30 baraques à Birkenau et 5 baraques à Auschwitz I. Les détenus, en jargon, appelaient ces baraques le Canada. Pourquoi Canada? Les Français diraient, si l'Amérique, c'est un synonyme d'abondance, car là, il y avait tout ce que les détenus avaient apporté. Ici, ces choses étaient triées, expédiées au Reich, à part les fourrures, à part les lunettes, à part les objets précieux. Par exemple, les montres, bien de fois, étaient offerts aux soldats allemands au front comme éloge. Les habits servaient comme chiffon, matière première pour les entreprises. Les dentiers en or, les autres bijoux, c'était des lingots d'or fondus, expédiés dans les banques du Reich et vendus en Suisse. Avant la libération, les nazis se dépêchaient de vider ces dépôts. Ils n'ont pas eu le temps de tout vider. Vous voyez derrière vous sur cette photo, on voit qu'ils ont mis le feu aux baraques pour effacer les traces de leurs crimes. Mais moi, je vais vous montrer dans le bâtiment suivant des choses qu'on a trouvées ici à la libération. Vous avez vu, nous avons passé devant la vitrine là-bas où il y avait les valises. Pourquoi?
Pendant la guerre, sur certains quais, il y avait même des seaux, de la peinture, des pinceaux. Elle disait aux détenus, écrivez vos noms et prénoms pour ne pas perdre vos biens. C'était une méthode de tromper les détenus. C'est pour ça que vous avez vu là-bas, nom et prénom, date de naissance et numéro du convoi. Nous possédons environ 2000 valises sur lesquelles il y a des inscriptions et quelques centaines sans inscription. Après, vous avez passé là-bas, devant la vitrine où il y avait les habits des petits bébés, des nourrissons. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'à Auschwitz, c'était un camp non typique. Hein? Au début, c'était camp de concentration et après transformé en camp d'extermination massive, comme Majdanek. C'est pour ça qu'Himmler avait donné l'ordre de ne pas diriger ici des femmes enceintes. Mais il y en avait des qui arrivaient quand même. Il les forçait d'avorter. Quel était le mois de la grossesse? Et les bébés étaient noyés dans un seau d'eau. C'est à partir de 1943, sous une autorisation non officielle des SS, un enfant né au camp et d'origine aryenne pouvait rester vivant, mais dans les conditions antisanitaires, la majorité des enfants mouraient. Et là, vous voyez les souliers des enfants de 13, 15 ans. Il y avait 10 ans, j'avais ici Marie-Madeleine Robitchoff de Paris. Elle est venue avec Betty Duro de l'Antenne 2. On tournait un film ici. Et Marie-Madeleine me racontait quand elle est arrivée à Auschwitz en 1944 avec un convoi d'Isieux du département de l'Ain, que Barbie, condamné à 3 ans à Lyon, avait signé l'envoi de ses enfants ici à Birkenau. Pourquoi je vous raconte ça? Si ces souliers étaient trouvés en janvier 1945 et ce convoi est arrivé moitié de 1944, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer qu'on pourrait voir des chaussures d'enfants de France? Oui. S'il vous plaît. Dans le premier bâtiment, j'ai parlé de l'extermination massive. Dans le deuxième bâtiment, j'ai parlé du pillage. Et dans le bâtiment qui est derrière moi, on va parler de ceux qui, après la sélection, n'ont pas été dirigés directement pour le gaz, mais devaient rester pendant une période pour le travail. C'est de ces détenus qu'on va parler. Ensuite, vous allez voir sur un tableau des petites photos, comme dans les cartes d'identité, hein? Passeport. Les photos étaient prises de face, de profil et avec une coiffure, quand on ressemble autrement, hein, dans ces poses. Après les photos, c'était le tatouage. Est-ce que vous savez dans quel camp les détenus étaient tatoués? Qui c'est qui va me dire dans quel camp les détenus étaient tatoués? Tous. Comment? Dans tous les camps. Hein. Oh non, non, non. Vous voyez, dans tous les camps de l'Europe, les détenus avaient un numéro ici. Mais tatoués, ils étaient seulement à Auschwitz. Dans les autres camps, ils n'étaient pas tatoués. Donc si des fois vous voyez un détenu qui va dire « Moi j'étais à Mauthausen », il va vous montrer un numéro sur l'avant-bras gauche. Vous pouvez lui dire « Chapeau bas devant vous, monsieur, vous avez tant souffert à Mauthausen. Mais avant, vous avez été à Auschwitz, car c'est là-bas qu'on tatouait les détenus. » Au début, c'était un poinçon en métal, des aiguilles d'1 centimètre, un numéro. Il donnait un coup de poinçon du côté gauche de la poitrine et imprégnait cette place avec l'encre de Chine. Ainsi, il tatouait les prisonniers de guerre russes, les Polonais et les Tchèques. Mais ce n'était pas pratique pour eux. Donc ils ont changé cette méthode. À partir de 1942, les nouveaux venus et ceux qui déjà étaient au camp étaient tatoués un simple morceau de bois, une aiguille au bout et le tatouage sur l'avant-bras gauche du détenu. Un numéro. Mais si c'était un bébé, le bras est trop petit, donc c'est elle qui faisait le tatouage. Fesse gauche, fesse droite, moitié-moitié. Et si c'était un petit enfant, c'était où? Sur la cuisse. Ensuite, chaque détenu recevait un triangle selon la cause de leur arrestation. Par exemple, les détenus politiques avaient un triangle rouge. Les juifs avaient un triangle jaune. Et le deuxième, pour former l'étoile de David, c'était par exemple vert, détenu droit commun, noir, asociaux, rose, homosexuel, violet, témoin de Jéhovah, le clergé, etc. Tout ça devait être cousu sur un morceau d'étoffe du côté gauche de l'habit du détenu. Et au milieu du triangle, il y avait la première lettre d'origine de quel pays était le détenu. Si par exemple vous voyez un triangle rouge, c'est un détenu politique. Et la lettre P, qu'on va voir, c'était un polonais. Très bien. Et la lettre F, ce serait un... Mais vous pouvez être guide à partir de demain avec moi. On me suit, s'il vous plaît. Et là, dans cette pièce, c'est pour montrer de quoi peut faire la famine. Regardez ces photos qui étaient prises à la Libération.
Cette femme, la troisième photo, n'a même pas la force de se tenir toute seule assise. Elle est soutenue par l'infirmière. C'était des squelettes vivants. Qu'est-ce qu'ils recevaient? Le matin, c'était, vous voyez, un menu quotidien. On voit dans une gamelle, là, quelque chose de noir. C'est pour montrer que le matin, ils recevaient 3/4 de litre de café. Le café, c'était des glands grillés, une sorte de tisane de plantes sèches. Fini. À midi, la deuxième gamelle. 3/4 de litre de soupe de rave et pommes de terre. Fini. Le soir, 300 grammes de pain et 30 grammes ou bien margarine ou bien une cuillère de marmelade, etc. La valeur nutritive était installée au centre du Reich de 1300 à 1700 calories. Ça ne veut pas dire qu'ils recevaient les 1300-700 calories. Avant que ça vienne des dépôts à la gamelle, c'était bien 2 fois volé par les SS, les capots. Donc c'était des personnes affamées qui étaient ici au camp. C'est pour ça qu'ils les appelaient de la façon qu'ils marchaient accroupis en avant, les musulmans. Oui, cette sculpture représente la famine. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, quelques mots des enfants ici à Auschwitz. Si on étudie l'histoire de l'humanité, on sait que les hordes les plus barbares épargnaient l'enfance. Même Mahomet, c'est le seul crime qui a interdit à ces guerriers. Et là, les enfants étaient séparés des parents. Il y a un convoi de Kovel, 129 enfants étaient dirigés ici à Auschwitz. Les pères à Bergen-Belsen, les mères à Sutov, près de la mer Baltique. Les enfants, comme les adultes, vous voyez ici, étaient photographiés, tatoués, matriculés. Beaucoup d'enfants étaient tués avec des injections de phénol au cœur. Par exemple, le 23 février 1943, 39 enfants étaient dirigés de Birkenau ici, à l'infirmerie, par le médecin Antres. Ils leur ont dit, on va faire avec vous un cours d'infirmier. Les gamins étaient contents, ils vont être infirmiers au camp. Mais à l'arrivée à l'infirmerie, c'est une injection de phénol au cœur qui les attendait. 10 jours après, 80 enfants étaient tués de cette façon. C'est là à Auschwitz qu'il y avait la transplantation de peau. C'est là à Auschwitz qu'ils prenaient le sang d'un détenu atteint de maladies contagieuses, injecté à un détenu qui était sain, lui donnant les préparats de la maison Bayer. C'est là que le docteur Mengele effectuait les expériences sur les jumeaux à Birkenau. Dans la vitrine, vous voyez les mesures anthropométriques du médecin Mengele, qui a quitté Auschwitz le 17 janvier 1945 avec une voiture de documents, se cachant en Amérique du Sud. Les enfants à Auschwitz, c'était les cobayes dans les mains des médecins et des infirmiers. Il y avait 234 000 enfants à Auschwitz, desquels seulement ceux que vous voyez à ma gauche, 100 quelques enfants ont survécu l'enfer d'Auschwitz. En majorité, vous voyez, ce sont les jumeaux. Ces 2 photos étaient prises à la Libération. Je vous ai parlé au premier étage là-bas de Marie-Madeleine Robitschov qui est venue ici avec les enfants des yeux. Et quand on était à Birkenau là-bas, dans la baraque 28, on était rentré dans cette baraque. Elle me dit, regarde Jean, moi par la fenêtre, je regardais tous les jours la fumée des fours crématoires. À mes yeux, je voyais la fumée des enfants que j'amenais qu'on brûlait là-bas au four. Approchez ici, près de moi là. Vous avez remarqué, derrière moi, sur les fenêtres, on voit ici des caissons en bois. C'était pour les détenus qui étaient dans ce bâtiment, ne voient pas les scènes et ceux qui organisaient les scènes dans la cour ici du bloc numéro 11 qui est derrière vous. Le bloc qui est derrière vous, c'était le bloc qui était appelé par les détenus le bloc de la mort. Ça, c'est difficile à comprendre. Comment d'un côté j'ai dit travail, gaz, et maintenant je vous parle d'une prison. Car le bâtiment qu'on va voir tout de suite, il était fermé sans arrêt. Personne de ce bâtiment ne pouvait rentrer et sortir à son aise. Il y avait un SS qui faisait ici son service pendant 24 heures. En face de la pièce où il y a le bureau, vous allez voir là-bas une table, des chaises. C'est là-bas que quelques fois par mois venait le docteur Mildner, c'était le chef de la Gestapo et de la police de Katowice.
Et lui, à l'aide de Lachmann, Boguer, Dileski et les autres membres de la section politique du camp, pendant une audience à procédure sommaire, il condamnait les détenus qui attendaient dans les pièces suivantes. Des détenus qui trouvaient comme criminels. J'ai vu dans un document une fois un gamin polonais qui a volé quelque chose d'un magasin pour manger, ils l'ont condamné ici à mort. Les détenus devaient se déshabiller ici, dans des petits lavabos, et ils sortaient tout nus par les marches qui sont derrière vous. Elles étaient dirigées à ma gauche. Devant nous, c'est le mur noir, le mur des fusillés. Sous ce mur qui est devant nous, quelques mille hommes, femmes et enfants étaient fusillés. Après la dernière exécution, qui a eu lieu ici, février 1944, les nazis ont démoli ce mur. Ils ont expédié 1 mètre de terre où vous voyez les gerbes à l'extérieur du camp et amené une autre terre pour effacer les traces de leurs crimes. Ce qui est devant nous, c'est une reconstitution du mur des fusillés. Je veux dire un petit mot. Oui, je veux dire un petit mot parce que en 1943, les murs, les fenêtres là-haut n'étaient pas murées. Et nous avions été mis en quarantaine dans ce bloc 11 et dans cette partie du bloc, avec vue sur la cour et sur le bloc 10. Et dans les caves ici, il y avait, pour l'essentiel, les résistants polonais qui avaient été arrêtés et qui subissaient la condamnation dans les conditions, notre ami a expliqué, les conditions de la peine de mort. Et nous étions là-haut. Et quand il devait y avoir des exécutions, on nous faisait passer derrière, de l'autre côté du bâtiment, pour que nous ne voyions pas les exécutions. Et on entendait les coups de fusil ou les coups de revolver, selon comment les détenus étaient exécutés. Et après, nous revenions ici, sur cette partie, puisque c'est la partie où nous habitions dans cette quarantaine. Et on voyait cette cour maculée de sang, avec du sable frais qui avait arrosé pour essayer qu'on ne voit pas ces assassinats. Et il y a eu effectivement ici des centaines de morts parce qu'ils étaient des résistants polonais ou parce qu'ils avaient été arrêtés comme les conditions de ce jeune garçon. Je crois qu'il y a eu donc des témoins de ces fusillades et nous étions de ces témoins. Mais une autre histoire, 1 minute simplement, une autre histoire, elle, un peu plus... Il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a donc ici l'impossibilité de communiquer. Et nous avions un de nos camarades qui avait réussi à passer les papiers et qui a fait connaissance par cet intermédiaire d'une femme qui était là. Et d'une femme qui a eu la chance énorme de sortir, de s'en sortir. Et ils se sont retrouvés dans le centre de la France, je crois, et ils se sont mariés. Quelque chose de bien, ça fait. Quelque chose d'humain. Et vous voyez aussi, c'est très important, monsieur le Lucien a dit là, qu'ils étaient dirigés de l'autre côté pour ne pas voir ce qui se passait. Là, regardez la psychologie des nazis. Par exemple, quand ils pendaient les détenus, bien de fois, tout le camp devait être sur la route et regarder la condamnation. Oui. Et quand ils fusillaient les détenus, tous les bâtiments devaient être fermés, personne n'avait le droit de sortir du bâtiment. Donc c'est aussi, il y a des fois des personnes qui me posent la question, monsieur, ils ne voyaient pas, mais ils entendaient. Ben, des fois, c'est pire que d'entendre et de ne pas voir que de voir et de ne pas entendre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place dans ce bâtiment. C'est pour ça que vous permettez, mesdames, messieurs, que je vais faire un petit commentaire ici devant tout le monde. Et après, on va faire un petit parcours en file indienne, l'un derrière l'autre, pour que chacun jette un coup d'œil, de revoir ce que je vais dire maintenant. Vous allez voir les stanzelle, cellules en position verticale. Les cellules avaient 2 portes, près du sol, comme dans une niche à chien. Une porte en bois, deuxième en métal. Ils devaient rentrer à 4 pattes. Et la cellule avait seulement 90 cm de côté. En passant devant ces cellules, rappelez-vous, pour quelle raison ils étaient fermés là-bas? Pour ne pas avoir effectué la norme du travail comme il fallait. Échanger dentier en or pour un morceau de pain, cueillir quelques pommes près du verger où ils travaillaient, fumer les cigarettes où c'est interdit, des choses banales.
7 jours, 8 jours de cachot. Et après avoir purgé les 8 nuits dans le cachot, ils revenaient dans leur commando d'où ils étaient d'origine, disant « Julien, fais ton possible de ne pas te trouver dans le 11, car la journée tu travailles comme un esclave, et la nuit on te ferme dans un cachot qui a 90 cm de côté, à 4 debout toute la nuit. Et pour respirer la petite issue de lumière, la grandeur d'une boîte d'allumettes que vous allez voir près du plafond. Pour mieux voir l'intérieur, nous, on a enlevé les briques. Donc vous allez voir là-bas l'intérieur de 3 cellules. Mais le pire, vous voyez, c'est là dans le sous-sol qu'on va descendre tout de suite, qu'en septembre 1941, il y avait l'expérience du gaz Zyklon B. Notre groupe compte environ combien? Une 60aine de personnes, d'accord? Imaginez-vous qu'en septembre 1941, ils ont fermé ici 850 personnes. Après avoir mis des sacs de sable au soupirail pour empêcher l'aération, ils ont jeté là-bas le gaz Zyklon B. Le lendemain, ils ont ouvert le sous-sol et constaté qu'il y avait encore des vivants. Ils ont augmenté la dose du gaz. C'est le surlendemain que 850 cadavres d'ici étaient expédiés au four crématoire qu'on va voir après en sortant. Et ça, c'est très important car aujourd'hui, il y a encore des personnes qui contestent. Vous avez entendu des noms, hein? Forisson, Roch, Pachou, etc. Donc ça se passait ici dans le sous-sol du bloc 11. On m'a demandé aussi là-bas, que disent les Allemands quand ils viennent ici? Je vais vous donner un petit exemple. J'avais une fois 70 étudiants de Paris. J'ai terminé avec eux mon commentaire, ils m'ont remercié, au revoir. Il y en a un qui revient du bus, car c'était là-bas au parking, il me dit « Monsieur, est-ce que je peux vous poser encore une question ?» Je lui réponds « Si vous en avez tant posé, encore une, ça ne me dérange pas. » Il dit « Monsieur, vous avez dit là-bas que les Allemands ont fait ça, ont fait ci. » Moi, j'ai dit les Allemands. Je lui réponds « Si j'ai dit les Allemands, monsieur, je m'excuse. Moi, je parle du nazisme, des 3500 SS qui étaient là. Et pas des Allemands. Des Allemands, il y en a plus de 80 millions. On ne peut pas mettre tout le monde dans un sac. » Il me dit « Monsieur, je vous remercie infiniment, je suis allemand. » Vous voyez, c'est un jeune Allemand qui étudie à Paris. Je voulais dire par ça que ça lui a fait mal d'écouter ça. Hein? Donc lui, il a compris. C'est l'essentiel, c'est ce qu'il nous faut. C'est un bon exemple, un très bon exemple. Et deuxième exemple, après la démolition du mur de Berlin, il y a un groupe d'Allemands qui est venu là. Et là où était pendu le commandant du camp, ils ont déposé ici des fleurs. Donc ça, sans commentaire. Oui. Donc qui c'est qui va me répondre à cette question? À quoi servaient les bâtiments qu'on avait vus à l'extérieur là, avant la guerre? Qu'est-ce qu'il y avait ici? Une? Très bien. Je vois que vous avez bien compris, merci. Donc vous voyez, quand il y avait la caserne ici, à l'époque, là où nous sommes, c'était une cave. Un dépôt de ravitaillement, d'alimentation, pour les soldats de la caserne. Après, c'était un abri contre avion, un dépôt de munitions, une morgue. Ça changeait selon les périodes. Et après l'essai du gaz Zyklon B qui est effectué en septembre 1941 dans le bloc numéro 11, ça c'était la première chambre à gaz. C'était muré là-bas. Il n'y avait pas d'entrée, pas de porte. Il y avait 2 portes à ma gauche ici. C'est là que les détenus rentraient dans la chambre à gaz. Au-dessus de nous, ceux qui parlaient, est-ce qu'il y avait des poires, etc. à douche, on regardait là, un orifice. Ici, vous voyez un orifice. Là-bas, le 3e orifice, par lequel ils jetaient le gaz Zyklon B. Les cadavres étaient chargés sur les chariots et dirigés au four crématoire. S'il vous plaît, on me suit maintenant. Derrière moi, vous voyez là 2 petits fours crématoires. Ces 2 fours fonctionnaient à partir de novembre 40. Mais le camp existait déjà à partir de mai 40. Il y avait déjà de mai à novembre des cadavres. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces cadavres étaient chargés sur les camions et dirigés à Gleiwitz, 60 km d'ici, et là-bas ils étaient incinérés. Car ces 2 fours qui sont derrière moi fonctionnaient à partir de novembre. Devant moi, il y avait le 3e qui fonctionnait janvier 41. Dans ces fours, ils incinéraient par jour 340 cadavres. C'est-à-dire que là où nous sommes, les nazis ont incinéré ici 70 000 cadavres. Mais du mois de mars au mois de juin 1943,
Ils ont construit 4 chambres, 4 fours à Birkenau, qu'on avait vu la maquette, dont le processus de l'incinération ici était terminé juin 1943 et continué à Auschwitz de Birkenau. Comment que ça se passait? La première partie du groupe est passée de l'autre côté. Vous avez vu là-bas, il y avait des foyers, d'accord? Pourquoi? De l'autre côté, les membres du Sonderkommando brûlaient là-bas du coke, du charbon. C'était pour faire une température élevée dans le four. Quand la température était au four 400-500 degrés, c'est à ce moment-là que les cadavres étaient tirés. Vous voyez, vous êtes sur les rails là. Il y avait des chariots qui étaient tirés de la pièce précédente avec des cadavres. Et à l'aide de cet engin, les cadavres étaient introduits au centre du foyer. Donc 3-4 cadavres à la fois. Sous ces foyers, dessous, il y a des portes métalliques. C'est là qu'ils recueillaient les cendres humaines. Les cendres humaines qui étaient jetées dans les rivières, qui servaient comme de l'engrais, et même étaient vendues aux proches des détenus qui étaient ici liquidés. Il y avait même des cas comme ça. Je suis guide. Je dois être indifférent. Pour moi, chaque personne qui est ici, chaque personne qui a survécu ou bien qui a péri ici au camp d'Auschwitz, si c'est un juif, si c'est un protestant, si c'est un communiste, si c'est un témoin de Jéhovah, etc., c'est un être humain. Chapeau bas devant lui. Je ne peux pas faire de différence. Ce sont telle race ou bien une autre race, etc. Pour moi, c'est un être humain. Donc on s'est compris. Oui, mademoiselle. Oui, j'écoute. Pourquoi, pardon, je dis mademoiselle? J'avais une fois un groupe comme celui-ci. Hein. J'ai dit bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il y a une main qui se lève et dit monsieur, il y a des demoiselles ici. Alors j'aime mieux dire bonjour mesdemoiselles. Hein. Non, c'est pas pour parler des choses si tristes comme ça tout le temps. Hein. Oui, j'écoute. Comment vous êtes arrivé à faire ce travail et pourquoi vous le faites depuis si longtemps? Ah, ça, je vais vous parler à part, mademoiselle. Comme tous les Ah, deux. mais nous, on veut non, tous non, entendre. Donc, venez, Elle va venez, nous le venez, répéter. c'est le temps, Non, venez, non, venez. c'est pas le temps. On a le temps. C'est moi le chef ici, il n'y a pas de problème. C'est la mademoiselle chef. C'est vous le chef, pourquoi vous me dites maintenant seulement? Ah, c'est pas bien, le chef vient toujours, il dit le premier. Écoutez, moi je suis le chef, je voudrais ça, ça, ça et ça, d'accord? Alors je suis d'accord, vous ne m'avez pas dit, alors je ne pas le chef. C'est pas le chef pour moi. Non, je suis seulement le chef J'étais pour en vous re- permettre de parler, c'est tout. Ah, des chefs comme ça, il y en a beaucoup là. Vous voyez, comme ça, si vous voulez parler des Polonais, il y a des fois, vous en envoyez 3. Il y en a un qui arrive, il dit, le chef de chanter, il dit, qu'est-ce que tu fais toi? Moi? Rien. Et toi? Je l'aide. C'est comme ça. Vous aussi, vous m'aidez comme ça, hein? Il se sauve, là, il se sauve. Hein. Non, c'est ça. Répondez-moi, vraiment. Et pourquoi vous avez besoin de ça? Vous êtes journaliste, non? Non, pour moi Faut aussi c'est comprendre. important. Non, vous voyez, moi je dois analyser chaque mot que je dis, vous savez, car après on me fait des remarques. Oh là, on me registre, là, hein, d'accord? Je dis, j'avais une fois, j'étais à la maison, j'ai une soeur qui est en Suède, hein, et je suis assis, un coup de téléphone. Écoute Jean, je te vois à la télé. Mais comment à la télé? Moi je suis ici. Après je me suis rappelé, on a fait un commentaire avec moi, hein. D'accord. Je vous pose cette... Vous savez, c'est notre 3e session Oui. et je trouve que vous avez fait un travail formidable. Oh merci. Et- Je vous ai dit. Pourquoi? Ben, peut-être je n'étais pas là, mais Ah, c'est pour ça. On n'écoute pas et après on me pose c'est toujours vrai, la question. c'est vrai, Écoutez. mais c'est un travail difficile que vous faites. Oh, très difficile. Très difficile, vous voyez. Il le fait bien. Oh, merci. Oui, c'est ça. Oui, c'est c'est pour ça, ça. justement. Je C'est veux ça qu'on veut savoir pourquoi comprendre. il est arrivé. Bien sûr. Quel est son parcours? Pourquoi il a pris cette décision? Et J'avais 2 pourquoi il le beaux-frères fait qui étaient à depuis si Dachau. longtemps? Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est encore vivant, très malade. Et moi, quand j'étais à 15 ans, auparavant, 16 ans, je passais en retraite. Hein. J'étais un peu malade et le médecin m'a dit, mon ami, il faudra te prendre un travail pas pénible, il ne faut pas te dénerver, etc. hein. Alors, quel travail? Comme il m'a raconté, ben, je pourrais travailler ou bien au cimetière ou bien ici. Alors j'ai préféré avoir ici encore. Hein. J'ai fait quelques fois le parcours, j'ai étudié les documents, je fais l'examen. Hein, et toujours j'étudie l'histoire Ça se voit. de ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale pour raconter et pour savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait
pour que des choses semblables ne renaissent plus. Si vous m'avez compris, merci. En avant. Merci. S'il vous plaît, on continue. Merci. Beau-frère qui est mort.